Le Nord-Pas-de-Calais. C'est sous ces plats paysages surmontés de ces fameuses montagnes noires appelées terrils que se déroula la grande et tragique épopée du charbon durant près de 3 siècles, dans ce que l'on nomma le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Des premières fosses ouvertes en 1692 jusqu'à la remontée de la dernière berline le 21 décembre 1990, les mines de charbon ont radicalement changé le visage du Nord-Pas-de-Calais, mais aussi celui de la France. Revenons ensemble sur ces 3 siècles d'histoire afin de mieux comprendre qui étaient ceux qui ont sauvé la France et que l'on appela les Gueules Noires. C'est le 7 février 1720 que la première veine de charbon est découverte à 70 mètres sous terre, à Fresnes-sur-Escaut, une petite ville proche de Valenciennes. S'ensuit alors la recherche et l'exploitation de quelques veines dans le département du Nord. Il faudra attendre 1841 pour qu'à Wagny, lors d'une banale recherche d'eau, l'on découvre que le gisement de charbon se prolongeait dans le Pas-de-Calais. Le bassin était fractionné en 18 compagnies, puis il y eut la nationalisation, qui centralisa les 18 en 9. Et c'est de là que commença la grande épopée et la légende des mines de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais. Au XIXe siècle, l'invention de la machine à vapeur permet de faciliter l'extraction. Entre 1830 et 1840, débute alors la révolution industrielle. Les nouvelles industries demandent énormément de charbon afin de faire fonctionner les machines. S'ensuit alors une grande période de cherté des houilles dans le nord de la France. Suite à cela, de nombreuses compagnies émergent alors. Des fosses et des puits sont ouverts un peu partout dans la région. La France a besoin de charbon pour son industrie. Les compagnies minières doivent donc répondre à l'appel. Durant la seconde moitié des années 1850, de nombreuses compagnies minières viennent s'installer dans le nord. Les compagnies d'Austrécourt, Carvin, Meurchin, Liévin et plein d'autres. Le bassin minier connaît alors un âge d'or. Il se développe de manière exponentielle. De plus en plus de fosses ouvrent leurs portes. Les premières cités minières ainsi que les mythiques corons font alors leur apparition. Plus les années passent, plus le paysage change. Les terrils prennent de la hauteur, les fosses se multiplient. Cependant, cet âge d'or ne pouvait pas durer éternellement. Et c'est le samedi 10 mars 1906, à 6h34 précisément, qu'eut lieu le plus grand drame de l'histoire des mines en Europe, la catastrophe de Courrières. Un coup de grisou tua 1099 mineurs. Ce dernier ravageant en quelques secondes seulement plus de 110 km de galeries. Puis arriva l'année 1914, qui marqua le début de la Première Guerre mondiale. Durant 4 ans, les combats se sont enchaînés et ont fait des millions de morts. Sans compter les dégâts matériels. Lens et ses environs sont complètement rayés de la carte. Il faut alors essayer de reconstruire le pays et de le relancer au plus vite. Mais cette guerre coûta la vie à de nombreux hommes, et notamment ceux des mines. La main-d'œuvre manque aux fosses. Il faut donc la trouver ailleurs pour faire fonctionner les installations et produire du charbon. Une décision a donc été prise. Faire venir des travailleurs étrangers. Dans un premier temps, la majorité d'entre eux étaient polonais. En novembre 1919, la France et la Pologne signent une convention permettant aux Polonais de partir travailler avec femmes et enfants en France. Mais avant cela, les représentants des compagnies minières vont sélectionner leurs futurs employés sur place. Des dizaines de milliers de familles polonaises sont alors parties pour la France. Le trajet durait des jours, dans des trains bondés. Les Polonais sont envoyés au centre de tri de Toul, puis ils sont redirigés dans d'autres trains qui les conduiront à leurs mines dans les différentes régions. Pour remplacer les corons détruits par la guerre, les compagnies minières font construire de nouvelles cités. 80 000 logements sont alors construits pour loger les mineurs. Les compagnies minières font en sorte de séparer les mineurs français et polonais afin de ne pas mélanger les différentes cultures. Elles vont même jusqu'à embaucher des instituteurs et des prêtres polonais qui viendront s'occuper des enfants des mineurs polonais. Tandis que les mines et la France se relèvent doucement mais sûrement de la guerre, une nouvelle épreuve attend les Gueules Noires. Tout commença par l'augmentation du rendement des fosses. Cette action fait suite aux journées de 8 heures accordées aux mineurs. Amende, journée payée non plus au rendement mais à la journée, et cela n'était que le début. Les conditions de vie s'aggravent de plus en plus. La vie était tout sauf facile dans les corons, notamment à cause de la crise économique qui est partie des États-Unis et qui toucha la France des années 30. Après avoir instauré le chômage partiel, le licenciement de masse fut la seconde option des compagnies minières. En 1933, un mouvement de mineurs au chômage nommé Marche de la faim des chômeurs part de Lille jusque Paris avec comme slogan « du travail ou du pain ». Moins de 15 années plus tôt, ceux qui étaient les héros venus nous sauver sont expulsés de la France. Il était plus facile de licencier des Polonais que des Français. L'État va même jusqu'à aider les compagnies minières à licencier les immigrés.
C'est plus de 100 000 ouvriers qui quitteront les mines de France en à peine 5 ans. Alors que tout le monde pensait que le pire était passé, quelque chose de pire encore arriva. La Seconde Guerre mondiale. Comme en 1914, les fosses sont occupées et détruites pour certaines. Toute la production de charbon doit partir en Allemagne. Les hommes doivent travailler plus de 52 heures. Il faut fournir du charbon à l'Allemagne, coûte que coûte. Et toutes les mesures sont bonnes pour cela. Retour du chronométrage et du calcul du rendement personnel, suppression des congés. Les mines étaient devenues pires que des camps de travail. Certains ont même osé la grève et le sabotage, mais cela au péril de leur vie. Après la guerre, il faut encore tout reconstruire. Toutes les directions de compagnies minières qui avaient collaboré avec les Allemands, en donnant notamment les noms de chefs de mouvements rebelles, sont destituées et arrêtées. Entre 1944 et 1948, plus de 220 000 héros oubliés de l'histoire, les sauveurs de la France, se sont battus sous terre dans un front caché de tous, afin de relever cette nation qui fut occupée par les Allemands durant de nombreuses années. C'est à partir de juillet 1945 et grâce au discours de Maurice Thorez et à sa phrase mythique « Produire c'est votre devoir de classe, c'est votre devoir de français » qui marqua les esprits des mineurs, que fut véritablement lancée la bataille du charbon. Les mineurs travaillaient jusqu'à 54 heures par semaine. Ils travaillaient les jours fériés et vont même jusqu'à ne pas prendre leurs jours de congé, afin de toujours produire plus. L'année 1946 sera très importante pour les mineurs, car c'est cette année-là que l'État nationalise les mines. Cela emplit de bonheur les mineurs, qui se disent que la mine leur appartient enfin. Le statut de mineur est créé. Mais il y a aussi la hausse des salaires, la garantie du logement à vie, l'augmentation du nombre de congés, ainsi que les soins qui sont remboursés par la sécurité sociale mineure. La qualité de vie des mineurs est nettement améliorée afin de les remercier de tout le travail qu'ils accomplissent au quotidien. 1946, la plus belle année pour les mineurs, vont même à dire certains. Travailler toujours plus pour produire plus et ainsi gagner plus a des avantages mais aussi des inconvénients, car le nombre de blessés et de mineurs handicapés à cause du travail augmente de 25%. Mais le pire, c'était d'entendre cette sirène. Elle signifiait qu'un mineur était mort. Sur le carreau, c'est un mineur qui meurt tous les 2 jours. Coup de grisou, effondrement. Les causes de mort pour un mineur sont nombreuses, mais celle qui en emporta le plus grand nombre était la silicose. La silicose est une maladie qui touchait les poumons et empêchait de respirer. Elle était causée par l'inhalation de poussière de silice que les mineurs respiraient dans les fosses. Il n'y avait pas de remède ou de traitement pour la silicose malheureusement. Cela commence par des difficultés à respirer. Et petit à petit, les capacités respiratoires se réduisent de plus en plus, et cela de manière irréversible. « 1947 est le début du déclin pour les mineurs. Les premières révoltes éclatent à cause du rationnement qui a trop duré, et c'est en septembre 1948 que le coup de grâce eut lieu. Robert Lacoste, ministre de l'Industrie, retire les avantages durement acquis aux mineurs afin de baisser les coûts de production du charbon. Suppression du salaire garanti, licenciement facilité. Toutes ces nouvelles mesures font qu'une grève générale éclate le 4 octobre 1948 et déclencha alors une guerre entre l'État et les mineurs. Ces héros de la guerre du charbon sont trahis et deviennent des ennemis du gouvernement. Des révoltes et des blocages éclatent, et l'État va même jusqu'à envoyer l'armée pour libérer les mines. C'est après 4 morts, des centaines de blessés, hommes, femmes et enfants, ainsi que 1041 arrestations, que le calme revient, accompagné de la misère, la famine et la répression. La grève de 1948 fut un échec total. La vie au sein des cités minières tournait encore une fois autour des mines. Tout était fait pour eux au sein de ces cités. Les médecins s'y trouvaient, mais aussi les écoles, les hôpitaux, les maternités, les stades, les clubs et les estaminets. Ces lieux de rencontre des mineurs qui s'apparentent à un bistrot de nos jours. Au sein des corons, il y avait un fort esprit de famille et de solidarité entre familles de mineurs, mais aussi de respect les uns envers les autres. Et un tout autre aspect important dans les cités minières, c'était la musique, avec les harmonies. Les ouvriers jouaient de la musique depuis tout petit, et chaque cité avait son harmonie qui la représentait. Mais il ne faut pas oublier les jeux. En effet, les mineurs avaient de nombreux jeux qu'ils pratiquaient dans les estaminets ou en plein air. Le tir à l'arc, le javelot, le billon. Mais le loisir le plus populaire connu chez les mineurs était la colombophilie.
Quasiment toutes les familles du Nord avaient leurs pigeons, avec lesquels ils participaient à des courses. Cela consistait à relâcher les pigeons à plusieurs dizaines de kilomètres de chez eux et à attendre qu'ils reviennent dans leur foyer pour retrouver leurs femelles qu'ils aiment tant. Le dernier aspect des mineurs que l'on n'imagine pas au premier abord, c'était les vacances. Les mineurs du Nord se rappelleront tous les vacances à la Napoule. Chaque année, les compagnies minières invitaient au hasard des familles de mineurs pour vivre la vie de château dans l'une de ces résidences de cité balnéaire. 7 jours à la mer, tout frais payé pour profiter d'un repos bien mérité. À partir de 1960, les fosses commencent à fermer les unes après les autres, car elles sont de moins en moins rentables. Les mineurs sont en grève dès la fin 1963. La France n'a plus les moyens d'acheter la production des mineurs. L'importation coûte moins cher et est donc favorisée. C'est alors que débutent dans les années 70 les scènes les plus dramatiques de l'histoire des mines, la destruction des mines et des installations. De moins en moins de production, de moins en moins de jeunes voulant travailler dans la mine, car trop dangereux et trop peu payés. Cependant, bien que sur la voie de la disparition, les mines servent toujours et sont relancées régulièrement tout en continuant de prévoir leur fin. L'État fait alors de nouveau appel à des mineurs étrangers, mais ce coup-ci, c'est Félix Maura qui alla chercher la main-d'œuvre au Maroc. Cet homme, surnommé le Négrier, sélectionna et ramena en France 90 000 Marocains. Ils étaient logés dans des bâtiments insalubres et précaires, dans le but de leur montrer qu'ils ne resteraient pas longtemps en France et que cela était provisoire. À la moindre erreur, le moindre petit souci, ils étaient automatiquement renvoyés dans leur pays. Ces dernières gueules noires, dont personne ne parla, furent les derniers hommes à devoir aller au fond des fosses pour ramener du charbon à un pays pour lequel le charbon est condamné à disparaître. Et cela à la faveur des nouvelles énergies telles que le pétrole et le nucléaire. En 1980, seuls 8 sièges de concentration sont encore en activité. En 1990, ils ne sont plus que 2. Et c'est le 21 décembre 1990 que la dernière berline est remontée à Weny, au 99 bis. C'est alors la fin de l'épopée des mines du Nord. Les cités minières ainsi que les installations des fosses sont peu à peu détruites, ne laissant que quelques-unes subsister, et un vague souvenir, visible au loin comme un fantôme du passé. De nos jours, il ne reste plus grand-chose de ce passé qui semble lointain désormais. La majorité des installations minières ont été détruites. Il n'en reste que 4 au jour d'aujourd'hui qui sont toutes inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Celle de Waller-Sarambert a été transformée en un pôle audiovisuel. La fosse 99 bis, où tout se termina, est désormais rénovée et réaménagée en un espace culturel accueillant notamment la salle de spectacle du Métaphone. La fosse 11-19 à Los Angeles est-elle rénovée et conservée en l'état. Puis pour finir, la 4e est la fosse des Lois, devenue aujourd'hui le plus grand centre historique minier des Hauts-de-France. Maintenant que nous en savons plus sur l'histoire des mines de charbon et ce qu'il en reste de nos jours, je vous invite à me suivre au centre historique minier de Loire. C'est ici que durant près de 50 ans se trouvait sur ces mêmes lieux la fosse des Lois. De nos jours s'y trouve un musée avec de nombreuses expositions qui nous en apprennent plus sur l'histoire des mines. Nous allons y rencontrer Karine Sprimont, responsable du service communication du centre, qui va nous parler plus en détail de ce site. Karine Sprimont, directrice de la communication au Centre historique minier. Donc nous sommes ici au Centre historique minier qui est installé sur le site de l'ancienne fosse des Lois. Donc c'est une fosse qui a fonctionné de 1931 à 1971, pendant 40 ans. C'était une fosse de moyenne importance qui employait 1000 personnes, dont 800 mineurs qui travaillaient au fond, pour extraire en moyenne 1000 tonnes de charbon par jour. Donc en 71, à la date de la fermeture de cette fosse, les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais, c'est-à-dire l'entreprise qui gérait l'ensemble des fosses dans cette région, avaient décidé de conserver un site pour en faire un centre historique minier. Et donc comme celle-ci venait de fermer, donc tous les bâtiments étaient encore en place, en bon état. C'est une fosse qui se trouve vraiment au cœur du bassin minier, qui avait fonctionné à une période intéressante de l'histoire de l'exploitation du charbon. Une mine à la campagne. Donc toutes ces raisons ont fait que c'est cette fosse des Lois qui a été choisie
pour y implanter le centre historique minier. Donc dès 71, dès que le choix a été fait, lorsqu'une autre fosse fermait dans le bassin minier, le matériel, les outils, les archives, les objets arrivaient ici sur le site de la fosse des Lois pour être triés et conservés dans le but de constituer la collection du futur musée. Donc cette première phase de l'histoire du centre historique minier a duré pendant une dizaine d'années, jusqu'en 1982, date à laquelle les houillères se sont tournées vers le ministère de la Culture et les collectivités territoriales pour créer une association en 1901 avec pour objectif d'ouvrir le centre au public. Et donc cette ouverture au public a eu lieu en 1984 avec au départ juste un bâtiment qui était accessible, une exposition, et c'est vraiment petit à petit que donc chaque année un bâtiment va être restauré, une exposition installée, des machines remises en fonctionnement pour une implantation progressive du centre historique minier dans les locaux de la fosse des Lois. Donc aujourd'hui l'ensemble du site est accessible au public. Pour que les visiteurs comprennent en fait tous les aspects de la culture minière, donc depuis la formation du charbon, l'histoire du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, la vie quotidienne des mineurs par le biais de grandes expositions, et puis bien sûr aussi tout le travail des mineurs pour extraire le charbon. Là pour le coup, grâce aux galeries, où un médiateur culturel emmène les visiteurs de chantier en chantier pour comprendre toute l'évolution des techniques d'exploitation, des conditions de travail et des conditions de sécurité depuis le début de l'extraction, depuis le XVIIIe siècle, jusqu'à la fermeture du dernier puits en 1990. Le site de Loward est donc un puits d'histoire qui nous en apprend davantage sur ce qu'il s'est passé durant plusieurs siècles, et ce, à travers de nombreuses expositions permanentes et temporaires. Actuellement, et ce jusqu'en décembre 2020, une exposition a lieu sur le site pour raconter l'histoire de la découverte du bassin minier, en le replaçant dans le contexte de l'époque. C'est la directrice et conservatrice du musée de Loward qui nous a accueillis pour nous parler plus en détail de cette époque qui marqua le début de cette grande épopée, qu'est celle des mines de charbon. L'année 2020 marque le tricentenaire de la découverte du charbon dans le Nord, puisque le 3 février 1720 est découverte la première veine de charbon dans le Nord-Pas-de-Calais, celle qui va donner naissance au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Donc cette découverte, l'objectif de l'exposition, c'est de montrer qu'elle n'est pas le fruit du hasard et qu'elle résulte de plusieurs facteurs favorables qui sont soit géopolitiques, soit simplement techniques, puisqu'il faut avoir la connaissance technique pour aller chercher et découvrir du charbon. Et également, elle résulte d'un besoin simplement de la société d'obtenir à ce moment-là de son époque un combustible particulier qui est le charbon. D'un point de vue géopolitique, cette découverte, elle résulte des nouvelles frontières du Royaume de France, puisqu'à partir de 1713, avec le traité d'Utrecht, le Royaume de France va se voir dépourvu des foyers qui étaient autrefois des foyers d'approvisionnement en charbon que sont Mons et Charleroi. Il va donc falloir trouver du charbon dans la partie française, le nouveau Royaume de France. Ça va être la mission d'un vicomte, le vicomte Jacques des Androuins, qui va justement venir chercher à Fresnes-sur-Escaut, là où son frère dispose d'une verrerie, les verriers étant des industries qui nécessitaient du combustible et notamment du charbon, va venir chercher dans cette partie-là et découvrir cette première veine de charbon à 50 mètres de profondeur dans une pâture qui appartient à Madame Jeanne Collat. Et c'est vraiment cette veine de charbon qui va par la suite permettre au bassin minier du Nord-Pas-de-Calais de naître et d'intégrer le grand contexte des révolutions industrielles et notamment de lancer la France dans ce qu'on appelle la première révolution industrielle qui apparaîtra en Europe à partir du XVIIIe siècle. D'un point de vue technique, évidemment, il faut connaître et savoir comment trouver du charbon. Alors, techniquement, déjà au XVIIIe siècle, on connaît beaucoup de choses. On sait produire, notamment au niveau des industries, de la manufacture. L'industrie textile est par exemple extrêmement importante. On sait construire des outils et on sait notamment prospecter pour trouver du charbon. Donc à ce niveau-là, techniquement, on va dire que notre société est assez évoluée pour pouvoir découvrir ce charbon à ce moment-là de l'histoire. Et au niveau du besoin, le combustible roi à cette période-là, c'est le bois. Le bois, il sert absolument à tout. Il sert à la construction, au chauffage, il sert beaucoup également à l'État, tout simplement pour produire des machines aussi originales que la machine, par exemple, de Marly, qui est présentée dans l'exposition. Et il va se produire un élément qui fait qu'on utilise tellement de bois
qu'on va avoir une peur de manquer. Les forêts commencent à se réduire et même Vauban, qui construit de grandes citadelles à partir d'éléments en bois qui lui permettent d'effectuer ces constructions, va commencer à expliquer qu'il a du mal à construire parce que la France commence à manquer de bois. Il va donc falloir trouver un autre combustible et on va se tourner vers quelque chose qu'on connaît déjà à d'autres endroits mais qui est utilisé de manière assez marginale, qui sera le charbon. Et donc ce charbon, une fois découvert dans le Nord, une fois son exploitation véritablement étendue, va permettre véritablement de lancer la révolution industrielle en France. L'exposition 1720, le charbon au cœur des révolutions, qui sera présentée au Centre historique minier jusqu'au 31 décembre 2020, permet véritablement de replacer l'histoire de cette découverte dans le grand contexte général des révolutions industrielles. On montre ce qui se passe avant, avec des exemples de production et justement le contexte historique de la France à ce moment-là. Et puis on va montrer également ce qui se passe après cette découverte et en quoi elle a véritablement permis de changer notre société, notamment avec la naissance du chemin de fer ou encore avec dans les mines l'arrivée des machines à vapeur qui vont véritablement permettre d'étendre et d'accroître l'exploitation. Maintenant que nous en savons plus sur la découverte des mines, nous allons pouvoir en apprendre davantage sur le quotidien de ces ouvriers qui travaillaient toujours plus dur au fond des fosses. Le centre historique minier de Leeuwarden possède une reconstitution d'une galerie à travers les âges dans laquelle nous allons pouvoir nous rendre compte de la difficulté du travail de ces hommes qui ont tout donné au fond des fosses pour leur pays. La journée type d'un mineur, quelle que soit la fosse, commence toujours de la même façon. Il y a un certain nombre d'étapes absolument nécessaires à suivre. D'abord, par exemple, ici, à la fosse des Lois, beaucoup de mineurs, une grande partie de l'effectif, arrivaient en vélo. C'est pour ça qu'ici, il y a un garage, un vélo. Alors lui, il est situé à l'intérieur d'un grand bâtiment, le bâtiment principal de la fosse. Ensuite, pas de temps à perdre pour le mineur, c'est tout de suite direction la salle de bain, ou encore le vestiaire, ou encore la salle des pendus, où là, il doit se changer, ça doit être assez rapide. Ses vêtements sont déjà là, ils sont suspendus, il se déshabille, il met ses habits de travail, ses locket fosse, comme on disait en patois, et puis à la place, il mettait ses affaires personnelles. D'ailleurs, il retrouvera cette salle à la fin de son poste pour prendre la douche. Et puis de la direction, la lampisterie, il donne son jeton, il va avoir une lampe, alors soit on lui distribue, soit c'est une lampe électrique qu'il va chercher lui-même, ça dépendra de l'époque à laquelle il travaille. Et ensuite, sans plus tarder, il doit traverser le carreau où nous nous trouvons pour aller prendre sa cage d'ascenseur. Voilà, tout ça c'est minuté, il n'a pas de temps à perdre parce qu'il doit descendre avec ses camarades par la cage. De même que pour le retour, ce sera la même chose, le même poste remontera par le même puits, par la même cage. Et c'est ainsi qu'après avoir récupéré leur matériel, les mineurs descendent travailler. La cage amène les mineurs dans un endroit qu'on appelle la recette du fond. Cette recette du fond, ici à la fosse des Lois, se situait au plus profond à 480 mètres. De là, ils sortaient, ils allaient directement dans une grande galerie principale qu'on appelait la Bohette. Et de là, ils arrivaient progressivement dans des petites galeries, des secondaires, pour travailler. Avant d'entamer notre parcours chronologique, petit arrêt ici devant cette machine qui est une pompe qui date des années 1930. C'est un modèle britannique pour être précis. Cette pompe est une pompe à eau, c'est absolument nécessaire de pomper l'eau qu'il y a naturellement au fond. Alors, dès que l'air comprimé arrive à la toute fin du 19e siècle, dans les années 1870-1880, eh bien on peut installer des pompes directement dans les galeries, puisque jusqu'à présent c'était des pompes à vapeur qui fonctionnaient, donc vu le combustible utilisé, le charbon, ces pompes étaient situées en surface. Alors cette pompe-là à air comprimé, qui entre nous est un petit modèle, fonctionnait 24 heures sur 24 si c'était nécessaire, avec ce bruit-là caractéristique de l'air comprimé. Voilà, mais c'était absolument nécessaire car des galeries emportées par les eaux et des mineurs avec, il y en a eu pas mal quand même. On va continuer. Alors on commence notre voyage chronologique, le 19e siècle, les années
1860-1880. C'est par ici. Cette galerie secondaire de ces années-là, 1860-1880, est soutenue par du bois. C'est le seul matériau utilisé à l'époque, de toute façon. Partout, ce sera soutenu par le bois. Il faut savoir que le bois sera tout le temps utilisé jusqu'à la fin de l'exploitation dans le bassin, c'est-à-dire 1990, mais à certains endroits seulement. Mais au 19e, c'est partout. Bien. D'ailleurs, on va utiliser certaines essences particulières, bien pratiques pour cet endroit. Par exemple, ce sera plutôt les résineux, comme le pin ou le sapin, que l'on va utiliser. Dans d'autres endroits, ce sera du châtaignier ou du hêtre. Mais ici, on priorisait plutôt des bois comme le pin et le sapin. Il faut imaginer cette galerie un petit peu plus petite, hein, moins haute, moins large, et elle servait ici à ceux qu'on appelait les galibots étant des apprentis. Ce sont à cette époque-là quasiment que des garçons, c'est à peu près à 90% des garçons. Pour les plus jeunes, on est à 10-11 ans, pour les plus âgés, 14-15. Et entre autres, parmi ces galibots, vous avez les herscheurs. Les herscheurs, ce sont les pousseurs, tout simplement. Pousseurs de chariots, pousseurs de berlines, comme celle-ci, par exemple. Alors, ils sont deux pour sortir cette berline pleine. Et lorsque le cheval n'était pas encore présent dans les galeries, il se relayait tous les 20 à 30 mètres, parce que, évidemment, c'était quand même quelques centaines de kilos pour une berline. Évidemment, avant de la sortir, cette berline, il faut la remplir, et ça, c'était le rôle de l'abatteur. Alors l'abatteur, il est ici. Il était devant ce qu'on appelle le frontail, ce frontail qui n'était pas très long à l'époque. C'était des équipes de 14, 15 mineurs, pas plus, situées à 1 mètre, 1 mètre 50 d'intervalle, très souvent dans un endroit comme celui-ci, en pente, ce qu'on appelait du semi-dressant, avec une hauteur moyenne de 80-90 cm. Ça, c'est une des caractéristiques du bassin minier Nord-Pas-de-Calais, qui en fait d'ailleurs un bassin minier très dangereux et très risqué. Il abat le charbon avec un pic, donc à la main. Les morceaux tombent. La pente permet l'évacuation rapide de ces morceaux. À charge pour d'autres galibots ici, ceux qu'on appelait les reculeurs, d'aller chercher ce charbon, ces roches qui tombaient comme ça pour les diriger dans les berlines, entre autres dans les trémies que vous avez là, situées juste au-dessus des berlines, ce qui permettait quand même le chargement. Et ensuite, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça se passait pour évacuer la berline. Le cheval de mine est utilisé au fond dans notre bassin Nord-Pas-de-Calais à partir de 1847. Il était déjà utilisé depuis le début, depuis le XVIIIe siècle, en surface bien sûr, mais au fond c'est un peu plus compliqué. Alors chez nous ça arrive en 1847 et bien entendu ce cheval sera là pour tirer des berlines, pour tirer des chariots. C'est tout de même beaucoup plus rentable économiquement parlant que 2 enfants qui poussent un seul chariot. Alors on ne demande pas des géants, on demande des chevaux de trait puissants, costauds, qui ne doivent pas être trop grands. On a même eu des poneys. Ici, à la Fosse des Lois, il y a eu à un moment donné un poney. Le gabarit idéal, c'est celui-ci. C'est tel que vous le voyez là. Ça, c'est un cheval de trait ardennais. Il y en avait d'autres. Brabançon, c'est chevaux belges. Il y avait des Pyrénéens, des Bourguignons, chevaux français, des races bien adaptées pour les mines. Et un gabarit comme ça était capable de tirer, s'il le fallait, 7 tonnes de marchandises. Le choix du cheval n'était pas très compliqué en soi. Ce qui était beaucoup plus compliqué, au moins jusqu'au début du XXe siècle, c'était la descente de ce cheval. Il fallait utiliser la cage d'ascenseur. Le problème, c'est que cette cage d'ascenseur ne sera pas assez grande, ne pourra pas contenir le cheval. Vous ne mettrez jamais, avant le début du XXe siècle, un cheval dans une cage. Par contre, vous pourrez le mettre en dessous de la cage. Et c'est ce que l'on fera. Ce cheval sera suspendu à une corde en dessous de la cage d'ascenseur, suspendu donc au-dessus du vide. Les cages d'ascenseur voyaient leur vitesse extrêmement réduite pour descendre les chevaux. Il n'était pas rare qu'on mette 4, 5, voire 6 heures pour amener un cheval
au fond. Évidemment, arrivé au fond, ce cheval, il n'était pas question de le mettre tout de suite au travail. On lui laissait 2, 3, voire 4 jours de temps pour s'acclimater, s'il s'acclimatait au fond. Alors pour ça, on installait des écuries au fond, hein, qui étaient approvisionnées, nettoyées, aérées chaque jour. Et ensuite, il travaillait. Alors le temps de travail normal d'un cheval, c'est 4 à 6 heures par jour. Il n'est pas prévu de remonte pour ce cheval. Si tout va bien pour lui, eh bien, il restera au fond. Si ça va mal, le vétérinaire, éventuellement le maréchal ferrant, peuvent décider d'une remonte de ce cheval pour une maladie, pour une blessure, pour une fin de carrière, évidemment pour un décès. Voilà. C'est les chevaux qui ne redescendront plus, qui seront réformés, donc qui sortiront des effectifs de la mine, parce que dans le personnel de la mine, il y avait les mineurs et les chevaux, avec leur numéro de matricule et un nom, un petit nom. Eh bien, ces chevaux seront donc réformés et revendus dans la plupart des cas à des fermiers. On mettait les chevaux en vente et on a des témoignages parmi nos visiteurs qui nous disent que, par exemple, tel grand-père de telle personne venait chercher avec sa bétaillère les chevaux de mine depuis la Normandie, depuis l'est de la France même, j'ai eu l'exemple, les chevaux de mine du Nord-Pas-de-Calais, parce que ce sont des chevaux réputés, courageux et disciplinés. Voyez ? Ça s'améliorera pour eux début XXe siècle parce que les cages seront plus grandes, mais si on veut les voir réellement remonter plus régulièrement, il va falloir attendre la période du Front populaire, 1936, où entre les grèves, le dimanche et les congés payés, ces chevaux seront amenés à être remontés plus souvent, mais pas aussi souvent qu'après la Seconde Guerre mondiale, où là, évidemment, la mécanique étant là, la présence du train, eh bien, on aura de moins en moins de chevaux, ça va aller assez vite. Dans les années 50, 55, on a moins de chevaux au fond et surtout, ces chevaux descendent le matin, remontent le soir. Voilà. Et petit à petit, on s'achemine vers la fin des années 60, début 70, où on n'aura plus de chevaux au fond, ou alors vraiment, exceptionnellement, pour un dépannage. Voilà. Ces chevaux ont été extrêmement précieux. Il était tout aussi important de bien les soigner, d'y faire attention. Et on a eu des sanctions assez sévères envers des contrevenants, envers ceux qui maltraitaient les chevaux. Nous avons quitté le 19e siècle, nous sommes au 20e, tout de suite après la Première Guerre mondiale, dans les années 1920-1930. Alors, il faut abattre beaucoup de charbon, même si toute la France n'a pas été occupée pendant la guerre, on a quand même un bassin minier qui, pour quasiment moitié, a été entièrement détruit, en tout cas les fosses ont été détruites, il faut relancer la production, ça va aller assez vite. En 10-12 ans, on va rattraper et dépasser les productions d'avant-guerre, grâce surtout à un engin, celui-ci, le marteau-piqueur. Alors les marteaux-piqueurs avec l'air comprimé, avant 1914, il y en a déjà. Pas énormément, avant le conflit, on a à peu près 1500 marteaux-piqueurs qui fonctionnent au fond. Après, bien plus. Et petit à petit, évidemment, il va remplacer le pic. La production augmente. Il faut bien sûr supporter la masse de cet engin. Celui-ci fait quasiment 10 kg. Il faut supporter le bruit, les vibrations. Mais surtout, il y a une chose qu'on ne pourra pas supporter malheureusement avec ça, avec cette mécanisation. Ce sont les poussières, bien sûr. Là, ce problème qui était déjà connu auparavant va être accentué, décuplé. Les poussières, gros problème. Ça va engendrer de maladies terribles, des maladies respiratoires, pulmonaires, comme la silicose. Ça va tuer énormément de mineurs. Alors, la solution, on la trouvera réellement après la Seconde Guerre mondiale, pour lutter contre ces poussières. En attendant, si on se résume, économiquement parlant, cet engin est excellent et très bien. De toute façon, c'était inéluctable, il fallait y venir. Sur le plan de la santé, ce n'est pas terrible. On a également un mineur qui est, même 50 ans après par rapport au 19e siècle, toujours habillé de la même manière. Le bourgeron, pas de gants, pas de chaussures de sécurité. Sur la tête, un casque en cuir qu'on appelait une barrette. Et puis la différence, c'est que là, nous avons affaire à une veine qui n'est pas en pente, ce n'est pas un dressant ou un semi-dressant, c'est ce qu'on appelle un platteur, à peu près horizontal. Il y en avait quand même, et heureusement. Donc,
Ce qui était pratique avec la pente, c'était que les roches tombaient toutes seules. Lorsque c'est plat, évidemment, ce n'est plus le cas. Alors on va mettre au point, toujours grâce à l'air comprimé, ce système d'évacuation des produits qu'on appelle une trixine. J'ai mis une roche dedans, évidemment c'était rempli, et je vais vous mettre en route ce mécanisme qui facilite quand même beaucoup la tâche des mineurs à cette époque-là. Voilà, les postes depuis la Première Guerre mondiale sont à 8 heures, il y a les 3-8, donc pendant 8 heures on entend ça. Voilà. Le poste d'abattage entend ça, en plus du marteau-piqueur, évidemment. Un chantier d'après Seconde Guerre mondiale, les années 1950, encore une veine plate. Et là, on voit énormément de changements et ces changements sont plus ou moins directement issus du principal changement qui arrive en 1945, c'est-à-dire la nationalisation des mines. La production, l'industrie énergétique française passe sous la coupe de l'État. C'est là où, en 1946, on crée EDF, GDF, et bien les charbonnages sont créés également. Avec cette nationalisation, ça va passer entre autres par un habit enfin adapté, une tenue enfin adaptée pour le mineur, lampe électrique évidemment, chaussures de sécurité, bottes, gants, voilà. Malheureusement, il a toujours le marteau-piqueur pour outil principal. Donc, comme après la guerre, il faut relancer la production, on va abattre du charbon d'une manière comme on ne l'avait jamais fait. Évidemment, ça va être une véritable calamité au fond avec ces poussières. Alors, qu'est-ce qu'on a pour lutter contre ces poussières? Eh bien, on a l'eau. L'eau est naturellement présente au fond, je l'ai dit tout à l'heure avec la pompe. Eh bien, cette eau va servir à être pulvérisée d'abord contre les parois, dans les galeries, mais également beaucoup plus efficace à être injecté à l'intérieur des parois par un système de canne d'injection, de tuyaux qui pénètrent de plusieurs mètres dans la paroi. Et ça dure 8 heures, ça dure le poste de nuit, on injecte l'eau, à forte pression d'ailleurs, dans ces parois. Le charbon est plus friable, le charbon est beaucoup moins poussiéreux, c'est mieux que rien. C'est pour la sécurité, et pour la sécurité, l'on a maintenant, dans notre bassin, l'apparition de piles métalliques que l'on appelle des étançons. Ces étançons seront utilisés uniquement dans les veines plates. Ils peuvent peser très lourd, hein. C'est 80 kg pour les plus lourds, mais au moins c'est solide. Le problème, c'est que ça a un coût, c'est un peu cher, donc sans entrer trop dans les détails, il faut comprendre que c'est du matériel que l'on va récupérer. C'est-à-dire qu'à la fin de chaque journée de travail, on aura avancé un peu dans la veine de charbon. De jour en jour, on progresse, et bien de jour en jour, on retirera ces étançons et on remettra le même à chaque fois, tant qu'on le peut. Pour deux raisons, raison économique que je viens de donner. Seconde raison, c'est une raison sécuritaire. Il faut ne pas laisser de vide, puisque l'on comprend bien qu'à chaque fois qu'on retirera ces étançons, derrière, la zone qui n'est plus soutenue va s'affaisser. C'est ce qu'on appelle le foudroyage. C'est une opération dangereuse faite par des gens qui savent faire, qui ont été formés, mais il faut le faire. Et puis, c'est aussi l'occasion d'utiliser ce convoyeur blindé qui a exactement la même raison d'être que la trixine, c'est-à-dire amener les roches dans la berline, toujours grâce à l'air comprimé, d'une manière un petit peu plus bruyante. Donc ça aussi, c'est 8 heures par jour. Alors, nous sommes dans un chantier des années 1960-70. C'est un chantier mécanisé, complètement automatisé.
Ce n'est pas partout que l'on peut faire ça dans nos mines. Ça demande une veine de charbon pas trop pentée, assez longue, 200-300 mètres, et assez haute. Si on n'a pas au moins 1 mètre de puissance, c'est-à-dire 1 mètre de hauteur de veine, c'est pas très intéressant. Mais si ces conditions-là sont réunies, alors on peut installer une machine électrique. Cette fois-ci, elle va fonctionner à l'électricité pour abattre le charbon. Alors nous avons un bel exemple de machine d'extraction ici, en la présence du rabot. Il y avait plusieurs sortes de rabots, mais celui-ci, c'est un rabot avec des dents, vous voyez. L'outil racle la veine de charbon, fait des allers-retours. Il ne fonctionne pas, mais on voit très bien les 4 griffes horizontales, les traces qu'il a laissées. Donc ça abat le charbon qui tombe dans le convoyeur blindé, qui lui fonctionne tout le temps, on l'a vu. Eh bien, dans ce type de galerie, on ne mettra pas pour soutenir des étançons, encore moins du bois. On mettra ce qu'on appelle des vérins hydrauliques. Et ces vérins hydrauliques, on les voit ici, ils constituent ce qu'on appelle le soutènement marchand. Des vérins horizontaux vont pousser sur le mur, de manière à ce que l'ensemble avance, et des vérins verticaux vont abaisser, comme on le voit ici, et remonter, ce qu'on appelle la casquette, c'est-à-dire cette plaque métallique. Voilà. Le poids est surtout soutenu à ce niveau-là, ce sont des centaines de tonnes de pression. C'est très très efficace et on retrouve le même phénomène que l'on avait tout à l'heure avec les étançons, c'est-à-dire que on retirait ces étançons, on les mettait en amont, derrière ça s'affaissait. On a le même processus ici, évidemment, l'ensemble avance mécaniquement, derrière ça va s'affaisser. Zone de vide, ça va s'affaisser. Voilà. Petit truc également, ce que l'on voit briller là, sur le sol, c'est qu'ici il y avait ce qu'on appelle des vérins pousseurs. Lorsque ça avançait, ça poussait sur le vérin, qui lui-même poussait le convoyeur blindé au fur et à mesure que l'on avançait dans la production. C'est une chose qu'il faut s'imaginer, mais c'était réglé et vous voyez que c'est assez rapide. Ils font ça quasiment mécaniquement, machinalement. Ce que vous remarquez, c'est que ces mineurs ne sont pas debout, évidemment. Ils sont accroupis puisque, je vous l'ai dit, la hauteur moyenne d'une veine dans le bassin, c'est 80-90 cm. Nous ne sommes pas accroupis, sauf si on se met là où ils sont, c'est-à-dire ici. Notre position debout existe parce que nous avons creusé un couloir qui nous permet d'être debout, mais couloir qui n'a jamais existé, évidemment. Mais il fallait aussi se déplacer dans les galeries. Et pour ce faire, des moyens de locomotion plus modernes ont été mis en place. 3 exemples de locomotion, 3 locomotives, 2 énergies différentes. Ici, l'électricité, ce sont des batteries, ce sont des engins qui ont fonctionné dans les années 20-30. Ici, du gasoil, et ici de l'électricité également. On est dans les années 60-70 plutôt. C'est un trolley. C'est le même principe que le tramway. La perche touche un câble électrique situé à la couronne, c'est-à-dire en haut, au plafond de la galerie. Et voilà, ça tire des convois de 200 tonnes à 30 ou 35 km/h. Et pour finir cette visite, revenons ensemble sur la catastrophe de Courrières et sur comment d'autres catastrophes de même type ont été évitées. Ce sont essentiellement des poussières qui ont explosé, sans doute un feu mal maîtrisé. C'est ce qu'on appelle un coup de poussier. Il faudra imaginer à un peu plus de 300 mètres de profondeur, une onde de choc et une flamme déboulant dans 110 km de galerie à la vitesse de 900 km/h et une température de 1000 degrés. En 2 ou 3 minutes, 1099 mineurs perdront la vie. Quelques années après, un ingénieur français, Jacques Taffanel, va avoir l'idée d'installer des arrêts-barrages, c'est-à-dire un équipement de sécurité pour stopper la progression de cette flamme. Ces arrêts-barrages consistent en
des planches situées aux endroits où il le faut, en nombre suffisant. Ces planches sont juste posées, elles ne tiennent pas. Sur ces planches, on va mettre de la craie en poudre ou de la chaux, du calcaire. Le calcaire, c'est stérile, ça ne brûle pas. L'explosion, l'onde de choc feront tomber les planches. La flamme qui suit l'onde de choc arrivera sur un nuage stérile. Elle n'ira pas plus loin. Ce que je viens de mettre 30 secondes à vous expliquer, ça prenait 1 seconde. Ça marche très très bien, c'est efficace. Ça demande un entretien, ça demande à avoir des planches bien placées, ça demande à avoir suffisamment de chaux ou de craie, que cette craie ou cette chaux soit encore sous forme de poudre et non pas pleine d'humidité. Malheureusement, le 27 décembre 1974 se déroulera toujours dans notre bassin à Liévin, la dernière catastrophe de ce bassin, catastrophe des mines de Lens à Liévin, qui tuera 42 mineurs. La cause, c'est le grisou. Le phénomène sera le même, onde de choc, flamme. Le problème, c'est que ces planches non entretenues ne seront pas efficaces. Ce sera la dernière catastrophe dans le bassin, mais enfin, ce sera tout de même la catastrophe la plus meurtrière en France après-guerre. On trouvera donc une autre solution en la présence d'un nouvel équipement qui, lui, fonctionnera. Ce sont des arrêts barrages à eau dans ces bacs en plastique, encore une fois situés où il le faut et en nombre suffisant. On mettra pour ce type de modèle environ 70 litres d'eau par bac. Lorsque la flamme et l'onde de choc surtout arrivent sur ces bacs, ceux-ci sont pulvérisés et l'eau éteint le feu. Ça ne peut pas ne pas fonctionner, ça fonctionne à tous les coups. Ça a heureusement et malheureusement fonctionné, par exemple, non pas chez nous, mais en Lorraine, le 25 février 1985, assez profondément au puits Sicillon, à Forbach. 22 mineurs perdront la vie, mais des tas d'autres seront sauvés grâce à ce système. Nous venons de parcourir ces 450 mètres de Boët et surtout ce siècle et demi d'histoire de notre bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. On a vu la progression, on a vu la progression des travaux qu'il y avait à faire, les nouveautés techniques qu'il y a eu au fil des âges. On a vu aussi beaucoup de conditions de travail se détériorer, à chaque fois des nouveaux dangers arriver auxquels il fallait répondre. On a compris que ce métier de mineur était un métier très dangereux, mais qui a été nécessaire parce que le charbon, comme on le dit, a été le pain de la France pendant des siècles. Et voici comment s'achèvent ces presque 3 siècles d'histoire, qui ont métamorphosé le paysage d'une région entière, changé la vie de milliers de familles, et créé une histoire que personne n'oubliera jamais. Quant à moi, je ne peux que vous inviter à venir dans le Nord-Pas-de-Calais, afin de découvrir par vous-même ce patrimoine qui est loin d'avoir disparu.